Bonsoir. Ok, très bien. Bonsoir à tous, merci d'être ici. C'est un plaisir de retourner au muséum pour un des derniers jours de la Semaine du cerveau cette année. S'il vous plaît, je vais vous demander d'éteindre vos téléphones portables pendant la conférence. Merci beaucoup. Et je ne vais pas m'attarder plus longtemps et je vais laisser la place à Pascal Baronne, qui est directeur de recherche au laboratoire Cerveau et Cognition sur l'hôpital de Turpan. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier bien entendu les organisateurs de cette Semaine du cerveau pour cette invitation. Et surtout, je voudrais les féliciter, Maël et Benoît, de tout le travail qu'ils ont effectué cette semaine, parce que ça a été un marathon de la science et je crois qu'il a été largement apprécié par le grand public. Donc je vais vous parler aujourd'hui, le titre est « Corriger ces données du sens au son, de la surdité à l'implant cochléaire ». Et je vais essayer au cours de cette présentation de vous montrer quel est le rôle justement du cerveau dans les processus de récupération de la fonction auditive au travers de l'implant cochléaire. Alors, les travaux que je vais vous présenter sont vraiment des travaux de collaboration d'un centre de recherche CNRS, donc le laboratoire auquel j'appartiens, Cerveau et Cognition, et en étroite collaboration avec le service ORL qui est dirigé par le professeur de Lille, qui me rejoindra d'ailleurs à la fin de cette intervention pour d'éventuelles questions. Et donc, on travaille en étroite collaboration avec deux buts deux buts convergents plutôt, c'est-à-dire comprendre la plasticité cérébrale, comment le cerveau va se réorganiser du fait de la surdité, et comment cette plasticité cérébrale peut permettre d'optimiser la réhabilitation des patients sourds profonds. Parce que bien entendu, le but premier de ces travaux, c'est bien entendu d'améliorer la qualité de vie du patient, parce que l'on sait que la surdité profonde coupe les patients d'une communication sociale qui est importante, bien entendu, pour la qualité de vie. Je vous donner quelques chiffres, mais ce ne sera pas le but de cette présentation. En ce qui concerne les déficiences auditives, c'est un phénomène sociétal qui est important, puisque l'on compte, ce sont des chiffres qui sont peut-être un petit peu vieux, qui demandent à être réactualisés, mais on compte environ en France 5 millions de personnes qui sont atteintes à un niveau plus ou moins fort de déficit auditif. Alors ici, pour comparaison, je vous ai mis qu'est-ce qui se passe en termes de déficience visuelle. Et on s'aperçoit que dans la majorité des cas, que ce soit pour les difficultés à voir près ou à voir de loin, dans la population globale, il y a une grande majorité de ces gènes, de ces déficits visuels qui sont corrigés par le port de lunettes ou par d'autres procédés. En ce qui concerne les déficits auditifs, et là, c'est là où il y a un réel problème, puisqu'il y a pratiquement plus de 50% des personnes qui souffrent de déficits auditifs qui sont pas ou mal corrigés. Donc il y a un réel effort à faire pour pallier ces déficits auditifs. L'autre point sur lequel je voudrais également insister, c'est le fait que nous sommes actuellement dans une société quelque part qui est de plus en plus, on va dire, bruyante. Et un chiffre qui est éloquent, c'est en ce qui concerne les conditions de travail, les conditions professionnelles, on compte qu'environ, il y a 10% de la population active qui est soumise à un bruit supérieur à 85 dB environ pendant une vingtaine d'heures par semaine. Et ceci est extrêmement important parce qu'on sait qu'une telle exposition à des stimuli, à des ambiances sonores excessives participe au déficit, aux troubles de l'audition. Voici, je vous ai mis ici, en fonction de l'intensité des expositions, la durée pour laquelle on va observer une atteinte du système auditif. Donc vous voyez, pour une intensité de 85 décibels, c'est environ une exposition de 8 heures. À partir de cette exposition de 8 heures, on peut s'attendre à avoir des altérations du système auditif. Alors, comment peut-on pallier à ces déficits auditifs Pas dans le bon sens.
Voilà. En ce qui concerne les surdités, on va dire, de légère à moyenne ou sévère, on peut donc remédier à la surdité au travers de la prothèse auditive, qui est en fait, pour parler simplement, est un amplificateur du son. En ce qui concerne les surdités profondes, c'est-à-dire chez des patients qui ont une surdité supérieure à 90 décibels, depuis maintenant une trentaine d'années, il y a ce dispositif qui est l'implant cochléaire qui permet à ces patients sourds profonds de retrouver la fonction auditive. L'implant cochléaire, c'est une neuroprothèse et c'est probablement la seule neuroprothèse qui existe actuellement qui est disponible pour les patients. Neuroprothèse parce que, comme je vais vous l'expliquer, elle va directement stimuler une partie de notre cerveau qui est située au niveau de l'oreille interne, dans la cochlée. Le processus, le fonctionnement de l'implant cochléaire est relativement simple. C'est-à-dire, vous avez ici, dans la partie externe, un microphone qui va capter les sons. Et ces sons, donc ces stimuli acoustiques vont être, au travers d'un transducteur vocal, transformés en impulsions électriques. Et ces impulsions électriques vont venir stimuler ici, au travers de cette porte électrode, directement les cellules ganglionnaires qui sont situées au niveau de la cochlée. Et par cette stimulation électrique, il va y avoir un message qui va être envoyé donc, dans tous les centres nerveux qui participent au traitement de l'information auditive. Donc, il est évident que si on veut pouvoir mimer quelque part ces stimulations acoustiques au travers de ces stimulations électriques, il y a nécessité qu'il y ait un nerf auditif qui soit fonctionnellement intègre. C'est pour ça que donc l'implant cochléaire, et le professeur De Guille pourra en parler mieux que moi, n'est pas prescrit pour toutes les pathologies de l'audition. Il faut donc qu'il y ait préservation du nerf auditif. Comme on le verra, chez l'adulte, il est limité à la surdité post-linguale, c'est-à-dire dans des surdités profondes qui sont acquises après l'acquisition du langage. Et comme on le verra aussi, il est mis en place chez l'enfant, chez l'enfant sourd congénital, sourd à la naissance, condition, on verra, que cette implantation soit faite le plus tôt possible au cours de la première ou de la deuxième année de la naissance. Et je crois, sans me tromper, on a à peu près 1200 implantations par an en France, donc l'implantation cochléaire. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est important de comprendre, c'est que l'information qui est transmise par l'implant est une information qui est extrêmement, on va dire, brouillonne, qui est extrêmement dégradée et qui va dépendre à la fois du processeur qui est donc propre à l'implant, qui va transformer les informations acoustiques en informations électriques, et puis également qui va dépendre du nombre d'électrodes qui sont insérées au niveau de la cochlée. Donc, on va le voir que les patients sourds profonds qui vont avoir ces dispositifs, ces neuroprothèses, devront s'adapter à cette information, et c'est là où le cerveau va intervenir dans ces processus adaptatifs. Alors je vais vous faire écouter ici une simulation d'un implant cochléaire, c'est-à-dire on a pris un mot disyllabique, donc voici le spectrogramme original. Voici ici un implant cochléaire avec les électrodes. J'ai oublié de vous dire, il y a environ une vingtaine d'électrodes qui sont actives, qui sont insérées dans la cochlée. Donc vous voyez ici un spectrogramme, ici ce sont les fréquences, là c'est le temps, et le code couleur vous donne l'intensité pour chaque équateur. On voit très bien que c'est un mot disyllabique, on voit qu'il y a deux syllabes, et puis il y a les formants, toute cette information spectrale riche et fine qui caractérise la parole et la voix humaine. Je vous ai représenté ici ce même son, ce même spectrogramme, mais qui est passé au travers de la moulinette de l'implant cochléaire, en fonction du nombre d'électrodes. 16, 8, 4 ou 2. Vous voyez déjà, rien qu'en regardant ce spectrogramme visuellement, vous pouvez comprendre que l'information originale va être appauvrie en fonction du nombre d'électrodes.
Alors je vais vous faire écouter ce mot, on va passer de 2, 4, 8, 16 ou la version originale, et vous allez me dire si ce que vous entendez, ce que vous comprenez. J'espère que ça va marcher. Ouais. Voici le premier mot avec 2 électrodes. Oups. On sent qu'il y a 2 syllabes. On sent dans le rythme qu'il y a 2 syllabes. Voilà, on va rajouter un petit peu d'information puisqu'on va passer à une simulation d'un implant cochléaire, un catalogue. On va passer en mode normal parce que c'est très difficile de pointer sur ce. Voilà. Ici, 4 électrodes. C'est le même mot. Non. Le même mot avec 8 canaux, 8 électrodes. Toujours pas? On va passer maintenant dans une configuration qui est en fait proche de l'implant cochléaire, puisqu'on est dans une configuration à 16 canaux. Là. Non. Personne? Encore? Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? C'est un homme. Bon, maintenant, on va passer donc au son original. Balcon. Donc vous voyez cette information. Alors, je vais revenir sur Vous comprenez maintenant que les patients implantés cochléaires vont devoir s'adapter à cette information. Une fois de plus, ce n'est qu'une simulation et ce n'est pas ce que les patients entendent, puisque nous avons un système auditif qui est fonctionnellement intègre. Il faut se mettre dans le cas où ces patients-là ont un nerf auditif qui peut être plus ou moins endommagé, des électrodes qui sont plus ou moins bien placées par rapport à la coquille. Donc, ces patients-là dans une situation qui est beaucoup plus compliquée que la nôtre, beaucoup plus difficile. Par contre, maintenant, si je le repasse ce mot, vous voyez, maintenant même avec moins d'informations. Voilà. Donc vous voyez, il va y avoir toute une phase d'apprentissage à cette information, et c'est dans ce cas-là que le cerveau va être effectivement très important. Alors, j'ai d'autres démonstrations. Ceci est effectivement extrêmement, on va dire, simple pour ce qui est de la parole, on verra, mais ça peut être beaucoup plus compliqué pour d'autres informations. Je vous ai montré par exemple des informations, des sons de l'environnement. Qu'est-ce que c'est? De l'eau qui coule, c'est vrai, parce que c'est pas très différent, même passé à la lunette de l'implant, on arrive sur certains indices spectraux à pouvoir reconnaître ce genre de son. Par exemple, ceci. Non? Alors, on va... Qu'est-ce que c'est? Donc vous voyez qu'il reste, on va voir que finalement l'implant cochléaire permet vraiment une restitution de l'intelligibilité de la parole. Il y a encore beaucoup de progrès à faire justement pour traiter ces sons de l'environnement et notamment ces sons musicaux. Et il est vrai que les patients qui sont implantés cochléaires, qui étaient mélomanes, ont beaucoup de mal après implantation cochléaire pour justement apprécier la musique du fait de cette perte de l'information due à l'implant cochléaire. Donc, comme je vous l'ai dit, par contre, l'implant cochléaire est vraiment quelque part un succès en termes de récupération
de l'intelligibilité de la parole chez le patient sourd profond implanté à l'âge adulte. Voici les résultats que nous avons obtenus, que nous avons analysés, qui sont issus du service ORL de Toulouse, sur à peu près une centaine de patients avec un suivi longitudinal de plusieurs années. Voici ici le pourcentage de compréhension de mots de ces patients en fonction du temps après implantation. Et vous voyez, ce sont des patients qui, de par le critère d'implantation, avaient des performances de compréhension qui étaient de 10 à 20% de compréhension de mots. Vous voyez que rapidement, et ceci c'est la moyenne effectivement de cette population, vous voyez que rapidement on atteint un score d'environ 80 à 85% de reconnaissance de mots, de compréhension de la parole. Des mots à 2 syllabes. Pardon? Des mots à 2 syllabes. Ce sont des mots dissyllabiques. Ce sont des mots dissyllabiques dans ce cas-là. Donc, vous voyez que, par contre, il est vrai qu'il y a une très forte variabilité, et c'est sur cette variabilité qu'il nous faut maintenant essayer de comprendre l'origine de ces variabilités, afin, effectivement, à ce que tous les patients puissent arriver à ces scores de compréhension optimales. Alors, c'est là où on va voir quels sont les indices sur lesquels les patients implantés cochléaires vont s'appuyer pour mieux comprendre la parole, et on va le voir, ça va être principalement sur la vision. Il va y avoir, au cours de cet apprentissage, une forte collaboration entre l'audition et la vision. On sait effectivement que du fait de la surdité profonde, avant l'implantation cochléaire, il va y avoir bien entendu une perte de la compréhension orale, avec une augmentation. On va favoriser dans ce cas-là la compréhension de la parole au travers du canal visuel, en développant la lecture labiale. Et ce qui va être intéressant de savoir, c'est justement après implantation, comment ces deux canaux qui participent à la compréhension du langage vont interagir. Parce qu'il est important de comprendre, et ça c'est fondamental, que la parole est un mécanisme qui est purement multisensoriel. Le premier exemple, multisensoriel, c'est-à-dire qu'il implique dans les mécanismes de compréhension de la parole à la fois la vision et l'audition. L'exemple le plus connu, le plus frappant, c'est bien entendu la marionnette, c'est-à-dire on a l'impression que c'est la marionnette qui parle, c'est-à-dire cette information visuelle ici va venir vous perturber quelque part votre capacité de localiser les sons dans l'espace, puisque vous allez percevoir le son comme venant de la marionnette, alors qu'il vient bien entendu du marionnettiste. Mais je vais vous montrer un deuxième exemple qui montre que la vision intervient fortement dans la compréhension de la parole. C'est ce qu'on appelle l'effet McGurk. Vous allez regarder cette vidéo et vous allez me dire qu'est-ce que vous percevez, quel est ce que dit ce personnage. Et on va d'abord passer la vidéo et après vous dire. Alors j'espère que c'est pas trop fort. Ba 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 ba. Qu'est-ce qu'il dit? Ba 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 ba. Quel est votre personnage? Ba 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 ba. Qu'est-ce que vous avez entendu? Da. Bon. Je vais la rejouer maintenant, vous allez bien écouter et vous allez fermer les yeux. Je ne touche pas à la bande, elle va continuer de jouer. Ba 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 ba. Ouvrez les yeux. Ba 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 ba. Dans la plupart des gens, dans la majorité des gens, Ba ba la perception que l'on a, les yeux ouverts ou fermés, est différente. Est-ce que ça marche? Dites-moi, levez la main, chez qui ça marche? ce genre de choses. ba 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 ba. Il ne veut pas s'arrêter. En fait, pourquoi? Voilà ce qui se passe. En fait, c'est un montage vidéo. C'est-à-dire,
la personne, en fait, le mouvement des lèvres est un gars sur lequel on a collé une bande audio qui fait ba. Et lorsque vous avez la fusion de ces deux qui normalement ne vont pas ensemble, votre percept est un percept da. Normalement, sincèrement, je ne sais pas si c'est la qualité du clavier, ça marche environ dans 80% des cas, mais je pense que même si vous n'avez pas perçu, vous avez vraiment quand même senti que votre perception était différente lorsque vous regardiez la vidéo, c'est-à-dire lorsque vous aviez cette information visuelle et auditive, différente de ce que vous avez lorsque vous aviez uniquement le canal auditif. Pourquoi on a cette interaction? Tout simplement parce que la parole elle est multisensorielle, parce qu'on ouvre la bouche avant d'émettre un son. Donc il y a une complémentarité entre les informations visuelles fournies par le mouvement des lèvres et l'information auditive qui est donnée donc après. Si je fais un ga ou un ba, vous voyez que ce n'est pas du tout le même mouvement des lèvres. Et le cerveau est sensible à ce genre de choses. Donc comment expliquer cet effet McGurk, qui normalement marche dans la plupart des cas? Simplement, c'est parce que le cerveau va utiliser cette information auditive pour prédire l'information visuelle, va l'aider à prédire l'information auditive. Donc dans le cas d'effet McGurk, il voit un gars, donc il s'attend à un gars, et en fait il entend un bas, et du coup le cerveau va faire un mix de ces deux informations incongruentes, d'où votre percept qui va être biaisé. Mais heureusement, ces interactions entre vision et audition ne sont pas là pour créer des illusions qui sont faites en fait dans les laboratoires. Nous avons besoin de cette information visuelle essentiellement pour réduire les ambiguïtés de la parole. Réduire les ambiguïtés, c'est essentiellement lorsque l'on est dans des atmosphères bruitées, bruyantes, telles que, pour certains d'entre vous, peut-être lorsque vous irez boire un verre dans un café de Toulouse. Un exemple simplement, bon, je ne sais pas si on a tous été confrontés à ça, une petite vidéo, il va y avoir une phrase qui va être répétée 2 fois, juste le son, et après la même phrase répétée avec le mouvement des lèvres. Et vous verrez, vous me direz si vous avez compris le message. J'habite à Grenoble, j'aime la ville de Grenoble. Donc il est clair que dans cette démonstration avec beaucoup de bruit, le signal des paroles était incompréhensible. Dès que vous avez eu accès à cette information visuelle du mouvement des lèvres, vous avez compris. Vous n'avez pas compris toute l'information, mais une grande partie de l'information. On a pu quantifier cet effet au laboratoire. Simplement, on a calculé quelle était la compréhension de la parole chez des sujets normalement entendants en fonction d'un masquage par un bruit comme ça très difficile. Sachant que les sujets normaux entendants ont une capacité de lecture labiale qui est environ de 10% de reconnaissance de mots. Donc c'est-à-dire une reconnaissance qui n'est pas très bonne en fait. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe en audition uniquement? Bien entendu, à partir du moment où on va rajouter du bruit, vous voyez que les performances qui étaient très bonnes quand il n'y a pas de bruit chutent dramatiquement, et lorsque le signal bruyant dépasse d'environ 20 décibels le signal de parole, on ne comprend pratiquement rien. Qu'est-ce qui se passe en conditions visuelles-auditives, c'est-à-dire lorsque vous avez cette information de la lecture labiale? Et vous voyez que là, les performances sont fortement augmentées. Vous voyez qu'on passe, et surtout lorsque l'on est justement avec un niveau de bruit qui est extrêmement fort. Donc vous voyez qu'on a comme si cette information visuelle permettait d'augmenter quelque part le volume. Et alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces performances en conditions visuelles-auditives, elles ne sont pas simplement le fait d'une addition des performances en auditif plus les performances visuelles, puisque si on fait ça, cette addition, vous voyez que auditif
plus visuel, vous voyez qu'on est à chaque fois inférieur aux performances en visio-auditif. Donc on a là un effet qui est un effet multiplicatif. La vision sert à donc booster cette compréhension de la parole au travers du canal auditif. Un effet donc multiplicatif. Donc il y a une amélioration des performances, une amplification qui peut être quantifiée de l'ordre de plusieurs décibels. Alors on va voir maintenant quel est le rôle de la vision donc, au cours de la surdité dans la récupération par l'implant cochléaire. Donc comme je vous l'ai dit, jusqu'à ces dernières, on va dire, 30 années, toute déficience visuelle ou auditive était compensée justement en s'appuyant sur la modalité qui était épargnée. Donc vous aurez une conférence, je crois que c'est demain, justement chez les patients qui sont atteints de cécité et comment ils vont s'appuyer sur un autre sens qui est le toucher ou l'audition pour pouvoir donc compenser cette perte de la perception auditive. En ce qui concerne la surdité, comme je vous l'ai dit, on va s'appuyer sur le canal visuel puisque chez les patients sourds, profonds, ils ont par rapport à des sujets normalement entendants qui arrivent à reconnaître environ 10% de mots, on arrive à des performances au moins, on va dire en moyenne, de 30%. Donc des capacités de compréhension de la parole par la lecture labiale qui sont fortement augmentées. Qu'est-ce que cela donne donc ce rôle de la vision dans la compréhension de la parole chez les patients sourds implantés cochléaires? Je remets quelque part la même figure que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire reconnaissance de mots dissyllabiques en fonction de la durée après implantation. Je vous remets ici la figure un peu plus simplifiée que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire une récupération, c'est-à-dire un niveau de compréhension de la parole en audition d'environ 80% à partir d'un an après implantation. Chez ces sujets qui, du fait de la surdité prolongée avant implantation cochléaire, ont développé cette aptitude donc, de lecture labiale, on observe des scores d'environ 30% de compréhension de la parole par la lecture labiale. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque on teste ces patients dans des conditions qui sont des conditions normales, où vous avez à la fois le canal auditif et le canal visuel? Oui, dans ce cas-là, les performances de ces patients sont extrêmement bonnes, on est pratiquement à 100%. En fait, pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ces patients ont gardé une forte capacité de lecture labiale, parce que ici, on a testé les patients dans le calme, et justement, lorsqu'il y a des environnements bruités, les patients sont extrêmement sensibles à ces environnements bruités. Dans ce cas-là, les performances de compréhension chutent et ils ont besoin de s'appuyer sur le canal visuel, sur la lecture labiale. Donc, ils ont maintenu cette capacité et vous voyez qu'elle permet vraiment de pouvoir avoir des performances qui sont très très bonnes. Et à tel point qu'on a voulu justement comparer quelles sont les capacités de ces patients sourds implantés cochléaires à justement fusionner ces informations visuelles et auditives. On a donc tout simplement comparé le gain apporté par la vision sur les performances chez les patients implantés à des sujets entendants comme moi, auxquels on a fait passer une simulation d'implant cochléaire, comme je vous ai présenté au tout début de ma présentation. Et là, on s'est aperçu que chez les patients, chez les sujets normaux entendants, le gain grâce à la vision n'est que de 25%, alors que chez les patients, ce gain est au-delà de 60%. C'est-à-dire les patients implantés cochléaires ont su développer des capacités supérieures d'intégrer cette information visuelle à cette information auditive dégradée, qui leur permet donc de pouvoir comprendre, de pouvoir décoder réellement l'information dégradée qui est donnée par l'implant cochléaire. Donc on a pu mettre en évidence qu'il y a une synergie très forte entre vision et audition chez les patients sourds implantés cochléaires. Excusez-moi, ça c'est pour les personnes qui sont devenues sourdes. Oui, tout mon exposé jusqu'à maintenant, ce sont des patients qui sont devenus sourds à l'âge adulte, c'est-à-dire après l'acquisition du langage. Et je reviendrai sur ce point qui est extrêmement important.
Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral? C'est-à-dire, dans quelle région du cerveau il va y avoir justement fusion entre ces informations auditives et visuelles, et comment, dans notre cerveau, ces deux systèmes sensoriels qui sont importants pour la compréhension de langage vont cohabiter, et comment ils vont cohabiter du fait de la surdité et de la récupération au travers de la neuroprothèse, au travers de l'implant cochléaire. Alors, je vous ai mis ici sur cette figure schématique de l'organisation cérébrale. Le cerveau est bien fait quelque part, chaque région a sa fonction bien précise. On a ici, dans la partie la plus postérieure, dans la partie occipitale, le cortex visuel qui nous est représenté ici en rouge. Vous avez ici, dans sa partie temporale, le cortex auditif, et dans sa partie centrale, c'est-à-dire ici, le cortex dysomesthésique, c'est-à-dire le cortex, la région du cerveau qui traite plus particulièrement les informations de toucher. Donc il semblerait que finalement, ce sont des régions qui sont très éloignées les unes des autres et qui n'interagissent pas entre elles. En fait, on a pu mettre en évidence qu'il y a des liens très forts entre ces différentes aires cérébrales, c'est-à-dire le traitement de l'information multisensorielle se fait grâce à une convergence des informations issues de ces différents systèmes sensoriels. Alors, la première chose que les cliniciens, les chercheurs ont pu mettre en évidence chez les patients sourds implantés cochléaires, implantés au stade adulte, c'est qu'on a bien, grâce à cet implant cochléaire, une réactivation du système auditif. Je vous ai mis ici une image en IRM fonctionnelle qui permet sur une coupe horizontale de mettre en évidence, ce sont ces petits spots de couleur, une réactivation des aires temporales qui correspondent aux aires auditives. Donc, chez les patients implantés, après stimulation par implant cochléaire, on retrouve une réactivation du système auditif au niveau du cerveau. Et ce sont les travaux ici qui ont été faits par le professeur Éric Truy à Lyon. Il a pu mettre en évidence, ici, il a mesuré l'activation du cortex auditif qui va traiter cette information délivrée par l'implant cochléaire en fonction de l'expérience de l'implant cochléaire. Et il a pu mettre en évidence qu'en utilisant soit, on va dire, des sons naturels, la parole ou des sons de l'environnement, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire des sons qui ont du sens pour nous, ou du bruit, un crachouillis, si au début de l'implantation, le cerveau, et plus particulièrement ce cortex auditif, est incapable de distinguer ces deux types d'informations, vous voyez que très rapidement, au bout d'un an ou deux, le cerveau va être capable, le cortex auditif va être capable de décoder cette information et pouvoir distinguer, donc, quelque part, ce qui a du sens de ce qui n'a pas de sens, comme ce bruit. Donc on retrouve quelque part un fonctionnement des aires du cerveau qui traite de l'audition, un fonctionnement qui est proche du fonctionnement normal du système auditif. Et ça à n'importe quel âge pour le patient qui a à n'importe quel âge? Là on est chez l'adulte. Là on est chez l'adulte. Oui, mais je veux dire, quelqu'un de jeune, quelqu'un de plus vieux parce que... Dans ce cas-là, à partir du moment où les implantations cochléaires ont été faites chez le patient, on va dire, sourd postlingual, on retrouve cette dynamique quelque part du traitement de l'information. N'importe quel âge, chez l'adulte. Alors, et on a pu mettre en évidence effectivement que ce niveau, et ça remonte jusqu'à quel point le cerveau est plastique, ce niveau d'activation va être effectivement dépendant quelque part du succès, de la réussite de l'implant cochléaire, puisque effectivement chez des patients, parce qu'il y a des patients, le professeur De Guim pourra peut-être nous expliquer dans certains cas pourquoi chez certains patients le fonctionnement de l'implant est moins optimal. Effectivement, chez des patients chez qui on observe une faible récupération, vous voyez que par rapport à ces patients-là, on note une beaucoup plus faible activation du cortex auditif. C'est vrai également ici dans ce cas-là, chez les patients qui ont une forte récupération, on note qu'il y a une forte activation au niveau des aires auditives qui traitent la parole, ce qui n'est pas le cas chez ces patients ayant une faible récupération. Donc vous voyez, il y a vraiment un lien entre le niveau de récupération
et le niveau quelque part de réactivation du cortex auditif chez ces patients implantés cochléaires. Alors, bien entendu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, du fait de la surdité profonde, les patients sourds vont s'appuyer beaucoup sur le canal visuel, qui est le canal qui est donc préservé, et donc, comme je vous l'ai montré, vont développer des aptitudes visuelles qui sont supranormales. C'est tout à fait le principe donc, de vicariance sensorielle. Comment peut-on expliquer cette aptitude à traiter l'information visuelle de façon beaucoup plus performante chez ces patients sourds? On l'explique parce que du fait de la surdité, la fonction visuelle va venir envahir le système auditif. C'est-à-dire, on va retrouver, je vais vous le montrer dans quelques instants, le cortex auditif qui normalement va traiter de l'information auditive, il va traiter en fait une information issue du système visuel. Et on peut, au travers de cette réorganisation que l'on appelle réorganisation intermodale, on peut expliquer dans ce cas-là cette capacité supérieure des patients sourds à traiter l'information visuelle, parce que c'est comme si vous aviez une plus forte puissance de calcul dans un ordinateur. Vous avez plus de moyens pour traiter l'information visuelle. Donc ça, c'est ce qui se passe durant la surdité. On a d'ailleurs, ça a été mis en évidence grâce à l'imagerie fonctionnelle, effectivement, chez des patients sourds congénitaux, cette fois-ci je parle de patients sourds adultes congénitaux, qui utilisent la langue des signes. On a ici une évidence que, vous voyez ici, on a une activation qui correspond au cortex visuel, parce que bien entendu la langue des signes, vous avez là, l'information est langagière, mais elle est visuelle. Mais on a également une activation des aires auditives. C'est-à-dire, on voit bien que de cette information visuelle va venir envahir le cortex auditif. Donc vous aurez à avoir plus de puissance de traitement de cette information visuelle grâce au recrutement des aires auditives dans le traitement de l'information visuelle. On a pu mettre en évidence, toujours chez des patients sourds congénitaux, que ce cortex auditif pouvait même répondre à des informations visuelles qui étaient non langagières, comme simplement de simples points lumineux. Donc ça montre bien que du fait de la surdité profonde, on va observer une réorganisation cérébrale qui s'exprime par cette colonisation des aires auditives par la fonction visuelle. Alors, la grosse question, la question qui est extrêmement cruciale en ce qui concerne le succès de l'implantation cochléaire, c'est de savoir cette réorganisation intermodale, est-ce qu'elle est bénéfique ou délétère à la récupération de la fonction auditive au travers de l'implant cochléaire. Et là, on a deux situations qui sont complètement tranchées. La première chose, c'est en ce qui concerne les patients sourds congénitaux qui sont implantés plus tardivement. On a pu mettre en évidence que plus ce cortex auditif est envahi par la fonction visuelle, moins bonnes seront les performances de récupération au travers de l'implant. Ou à l'inverse, moins cette aire auditive sera envahie par le cortex visuel, meilleures seront les récupérations d'intelligibilité de la parole au travers de l'implant cochléaire. Cela veut dire que la façon dont on peut traduire ces résultats, c'est à partir du moment où votre cortex auditif va être engagé trop longtemps dans le traitement de l'information visuelle, il aura du mal à se désengager de cette fonction, même si on met un implant cochléaire. Donc la leçon, enfin la règle que l'on peut retenir de ces résultats, c'est qu'il faut implanter les patients sourds congénitaux le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre justement que ce cortex auditif soit envahi par la fonction visuelle. C'est pour ça qu'ici à Toulouse, l'âge d'implantation est environ de 2 ans, environ de 1 an à 2 ans après la naissance. Donc il est important d'implanter
ces enfants sourds congénitaux le plus tôt possible. Parce qu'après, le cerveau ne peut plus se désengager de ce traitement visuel. Le schéma est complètement différent chez des patients sourds qui sont devenus sourds à l'âge adulte après l'acquisition du langage. Dans ce cas-là, comme je vous l'ai montré, il y a une très forte synergie entre l'information visuelle et l'information auditive. Et on a pu mettre en évidence qu'au contraire, plus les patients sourds implantés cochléaires avaient des activations fortes au niveau du cortex visuel, meilleure était la récupération au travers de l'implant cochléaire. Donc vous voyez que dans les deux cas, on a des effets qui sont, on va dire, contradictoires, ou en tout cas opposés plutôt, en ce qui concerne le rôle de la vision, et tout ceci ne reposant que sur les capacités de plasticité du cerveau, du système auditif et du système visuel. Donc, pour en finir avec cette description, cette conférence, j'ai peut-être été oui, j'ai aucune idée de l'heure. Pour résumer, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est que là, chez les patients sourds post-linguaux, il y a une récupération au travers de l'implant cochléaire qui est extrêmement bonne, qui est extrêmement rapide durant la première année, après implantation. Il y a un rôle important de la vision dans cette récupération, parce que la vision va permettre de désambiguer ce signal auditif qui est un signal dégradé, qui est donné par l'implant cochléaire. Donc il y a un rôle important, c'est-à-dire vision et audition vont pouvoir interagir comme des mécanismes en feedback, en retour au feedback positif. Et donc, il est important qu'effectivement, chez les patients sourds, adultes, implantés cochléaires, que la réhabilitation soit basée sur ces interactions visuo-auditives, parce que justement, on pense que grâce à ces interactions, on va pouvoir peut-être permettre une réhabilitation plus rapide et peut-être plus performante. Bien entendu, bon, il reste encore à ce jour à essayer de comprendre maintenant qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer ce qui est maintenant quelque chose de primordial, qui est l'écoute musicale. C'est une demande très forte de la part des patients. Et je crois que là, c'est surtout, certes, le cerveau, la plasticité cérébrale va rentrer en jeu, mais il y a aussi de gros efforts à faire, cette fois-ci du point de vue technologique, sur le développement de ces algorithmes, de ces processeurs d'implant cochléaire. Simplement, je vais sauter ça. Simplement, je voudrais vraiment remercier ce travail. Il n'est rien, ce travail qu'on a effectué au laboratoire cerveau-cognition. Il n'est pas grand-chose si on n'avait pas eu justement cette collaboration étroite. Et donc, je voudrais remercier grandement le professeur Deguy qui est ici, de côté, mais également le professeur Fraisse et le professeur Marc Tumarx qui nous ont vraiment permis de progresser dans ces mécanismes cérébraux de la surdité et de la récupération de l'emploi. Simplement aussi, j'aimerais simplement remercier aussi Jean Villiers qui nous a aidés il y a maintenant très longtemps à développer cet axe de recherche, qui est vraiment un axe de recherche qui est entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Et je vous remercie tous pour votre attention. Merci beaucoup. Olivier, parce que je pense que le professeur Deguy va me rejoindre s'il y a des questions pour les domaines un peu plus cliniques pour lesquels j'ai peur de dire des grosses bêtises. Est-ce qu'il y a des questions à ça? Levez les mains, s'il vous plaît. Merci pour ces explications. Est-ce que parmi vos études, vous avez pu faire un lien ou une différence entre une surdité qui arrive doucement avec le vieillissement ou une surdité qui arrive accidentellement? C'est vrai que dans ces processus de réorganisation cérébrale, c'est vrai qu'un facteur qui est toujours important, c'est la durée de la surdité. C'est-à-dire, c'est vrai que les capacités de récupération, les capacités de plasticité du cerveau
seront différentes entre une personne qui est devenue sourde progressivement sur les 20-30 dernières années et une personne qui a eu une surdité brusque. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est vrai que dans ce cas-là, les résultats sont différents. Nous n'avons pas fait d'études en termes d'imagerie cérébrale, avant de savoir quels sont les mécanismes cérébraux qui se passent entre une surdité brusque ou progressive. Mais c'est un facteur qui est extrêmement important, vous avez raison. Par rapport à la question de la réorganisation intermodale, géographique ou militaire, vous avez comparé, pour les premiers, pour les sourds congénitaux, vous avez comparé une colonisation visuelle, donc des aires auditives, par rapport aux performances de récupération. Et pour les sourds post-linguaux, vous avez parlé de leur activité visuelle. Je voulais savoir si vous différenciez les deux, ou si dans un cas, c'est simplement une activité du cortex visuel mental, et dans l'autre cas, une colonisation visuelle de l'aire auditive. En fait, j'ai voulu faire simple, mais on a effectivement les deux phénomènes. Ce qui se passe chez les patients sourds, adultes, post-linguaux, c'est qu'on a aussi une colonisation du cortex auditif par la fonction visuelle. Mais cette colonisation, elle est moindre, et surtout, elle va s'estomper au fur et à mesure de la récupération de la fonction auditive. Donc, ce qui arrive chez le sujet sourd congénital, c'est cette colonisation qui, au bout d'un moment, peut se figer si l'implantation arrive trop tardivement. Cette colonisation, elle existe chez l'adulte, mais elle sera moindre et surtout, elle sera réversible. Et c'est pour ça qu'elle est aussi, cette colonisation, elle est aussi couplée à cette activité dans le cortex visuel parce que les deux sont bien entendu reliés. Excusez-moi, il y a une dame qui a le micro. Je vous donne le micro juste après. Oui, voilà. En fait, ce que je voulais expliquer, c'est que j'avais une nuit exceptionnelle. Et effectivement, très souvent, elle était encore meilleure quand je fermais les yeux. Bon, je ne vais pas vous donner des détails, mais bon, j'entendais ce que les autres n'entendaient pas. Bon, à 52-53 ans, j'ai eu un traumatisme crânien. Et depuis, j'ai des acouphènes en permanence avec 40 décibels en moins dans chaque oreille. Et en fait, après cet accident, j'avais l'impression d'être, excusez-moi, c'est familier, d'être sourde comme un pot. Ça me faisait un choc. Et petit à petit, j'ai réalisé, mon ORL me l'expliquait, mais quelque part, je n'arrivais pas à le croire, que j'avais une nuit tellement puissante et performante que je me retrouve proche de la soixantaine avec une nuit normale. Et bon, ça, l'ORL m'a expliqué que le traumatisme crânien, je pense que je vais laisser le professeur Devine vous répondre sur ce qui plus sa compétence avec la micro. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce traumatisme crânien? Tout est parti de là. Difficile. Je préciserai aussi que j'avais une mère qui avait une vie extraordinaire, et de ce côté maternel, il y avait beaucoup, c'est pas un message, je jamais trouvé une casserole, mais enfin de ténor, de soprano et de gens très doués pour la musique. Voilà, c'est bon, c'est très difficile de faire une consultation. C'est possible de faire une consultation ce soir. Mais après, les auditions supranormales, ça existe, c'est très rare. Ce sont des phénomènes qui sont probablement périphériques, cochléaires. Dans votre traumatisme, il y a probablement eu un traumatisme crânien, mais aussi labyrinthique qui a peut-être cisaillé quelques cellules ciliées internes. Donc c'est probablement ça qui s'est passé. Oui, je voulais revenir sur le cas précédent. Et je ne comprends pas que dans un cas, la plasticité cérébrale fonctionne dans un sens chez le jeune et qu'elle ne fonctionne pas de la même façon chez l'adulte. Comment est-ce que vous expliquez ça? En fait, je n'ai peut-être pas été assez précis. Ce qui se passe, que les résultats montrent que si vous faites des implantations cochléaires chez le patient qui est sourd de naissance, et si vous lui faites tardivement,
Dans ce cas-là, vous avez une colonisation du cortex auditif par la fonction visuelle. Et cette colonisation sera irréversible, c'est-à-dire elle va être délétère dans le sens où quand vous mettrez un implant cochléaire, le patient ne pourra pas traiter correctement cette information, surtout l'information langagière. Parce qu'il n'aura pas été entraîné quelque part, il n'aura pas eu cet apprentissage du traitement de la parole, et il ne pourra plus traiter cette information. Donc cette colonisation, elle est délétère pour le succès d'un implant. Pour ça, il faut implanter très tôt. Alors, si tu permets, je vais compléter parce que je sens un peu votre inquiétude. En fait, quand on met un implant cochléaire à un jeune enfant, on stimule également sa voix visuelle. On fait une rééducation qui est auditive et visuelle, avec le langage parlé complété. L'efficacité est bien plus importante que si la rééducation n'était que auditive. Donc l'implant permet de restaurer l'audition, mais on a besoin aussi de la vision pour restaurer la compréhension des paroles. J'ai une question devant. Je donne le micro à qui en fait. Alors, je suis sourde, donc je vais peut-être devant pour que tout le monde puisse me voir. Bonjour à tous, je suis sourde, donc d'une famille de sourds, de génération en génération. Mon mari a une fille qui est entendante et qui a eu donc aussi des enfants sourds. Voilà. Donc au début, on a pensé que donc sa fille, on ne voyait pas qu'elle était sourde et donc, mon mari, on est pensé, mon mari, donc sa fille est sourde et celle-ci, donc, a eu un enfant entendant et qui a eu un petit-fils, le premier entendant et le deuxième sourd. Donc, au départ, dans notre famille, on ne pensait vraiment pas à l'implant. Vraiment, la fille peut signer et malgré tout, il y a eu des choix des parents qui ont décidé de l'implanter. Avec votre explication là, sur le cerveau, comme quoi l'implant va en fait couper l'aspect visuel, je l'entends, mais je trouve qu'il est un petit peu dommage de ne pas laisser justement la nature faire ses choix, c'est le visuel puisse prendre un peu la place de l'audition, ça peut être aussi quelque chose de positif, et de couper ce fonctionnement, c'est aussi annihiler l'aspect visuel qui peut gagner. Donc, simplement, on ne coupe pas l'information visuelle, comme l'a dit le professeur de Guille, on remet en fait... Attendez, s'il vous plaît, juste 2 secondes, je peux la parler au début. Ah, d'accord. Ah oui, excusez-moi. Avec l'implant cochléaire, comme l'a dit le professeur de Guille, on ne coupe pas l'information visuelle, on la remet en fait en rééquilibre ce qui est justement la parole naturelle, c'est-à-dire le rôle des informations visuelles et le rôle des informations auditives. Et comme l'a dit Olivier de Guille également, c'est vrai que dans la rééducation, on va s'appuyer là aussi avec le LPC pour justement favoriser cette récupération auditive, cette récupération orale. Donc non, on ne coupe pas le canal visuel avec l'implant cochléaire, on remet un système dans un mode de fonctionnement, on va dire, naturel, où il y a un équilibre entre vision et audition. Oui. Nouvelle question. Et pourquoi 2 ans? Pourquoi 2 implants alors, 2 implants, c'est vrai que, et Olivier pour parler mieux que moi, c'est vrai que pour le moment le système de soins français préconise un seul implant, c'est ça? On s'est changé. Pardon? Non, actuellement, ça a été vrai jusqu'il y a quelques temps. Et puis, il y a une forte demande. Maintenant que les implants cochléaires sont capables de restaurer la parole, comme tu l'as dit, il y a des exigences qui sont arrivées. En ce qui concerne la musique, c'est avec les progrès des processeurs.
Mais l'audition, ça ne sert pas seulement à comprendre la parole, ça sert également à se situer dans l'espace. Et ça sert également à comprendre une conversation dans un environnement bruyant et quand on est en groupe. Et pour restaurer et c'est toujours une difficulté pour un implant, même pour les gens appareillés, de comprendre quand on est en groupe, quand il y a du bruit. Et c'est grâce aux deux oreilles, c'est parce qu'on a deux oreilles qu'on peut comprendre dans le bruit et qu'on peut comprendre quand on est en groupe. Donc la restauration de la binauralité permet de se situer dans l'espace et permet de restaurer la compréhension de la parole dans le bruit et en groupe. Et donc c'est une des choses essentielles vers lesquelles on tend. Alors chez l'enfant, la Haute Autorité de Santé est très favorable à l'implantation cochléaire bilatérale dans les cas où on sait chez l'enfant, la Haute Autorité de Santé préconise une implantation cochléaire bilatérale dès lors qu'on sait que les cochlées vont s'ossifier. En cas de méningite, en cas de syndrome de Usher, parce qu'ils vont devenir aveugles, en cas de traumatisme. Donc là, on sait que si on ne met pas tout de suite l'implant des deux côtés, après ce sera trop tard. Chez l'adulte, l'implantation cochléaire bilatérale est préconisée lorsqu'il y a un besoin social ou socio-professionnel et également dans certains cas de risque d'ossification cochléaire. Donc c'est vraiment une évolution tout à fait significative qui est assez récente. Permet de restaurer la binauralité. Une fois de plus, il y a vraiment là la démarche de revenir à une audition, on va dire, naturelle, avec deux oreilles, parce qu'effectivement, l'écoute dans le bruit, c'est avant tout de la spatialité. Donc on a besoin de nos deux oreilles ou de nos deux implants. Une nouvelle question ici. Il y a beaucoup de questions, certainement, on ne pourra pas tout traiter. Ce sera en off ensuite. Les portes du parc ferment à 7h30, c'est ça? Non? Non. Ah bon? Le reste n'est pas passé. Excusez-moi. Alors bon, j'ai bien écouté votre conférence, vu les diagrammes que vous avez montrés, vu ce que vous pouvez faire au cerveau qui est assez incroyable. Mais en parallèle, c'est pas pour vous, hein, c'est pour le public qui est là. Le cerveau, c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. Il y a longtemps, on utilisait aussi des appareillages qui fonctionnaient avec plus ou moins bonne réussite. Pour certains, ça réussissait bien, pour d'autres, un peu moins bien. Et il y a eu des parents qui ont choisi, chacun choisit pour son enfant l'éducation qu'il souhaite et essaie de mieux pour son enfant avec des différences en fonction des personnes. Pour les enfants, c'est pareil, ça va être différencié en fonction des personnes. Il peut y avoir effectivement un meilleur, plus ou moins, en fonction des personnes, un meilleur rattrapage, une meilleure adaptation. Mais c'est au choix des parents. Moi, je suis mère, comme beaucoup de parents qui sont ici, on a des enfants et on va choisir pour les enfants soit d'utiliser la langue des signes, soit d'utiliser l'oral. Pour ma part, s'il y en a qui choisissent l'oral avec les appareils, c'est un choix qui ne me regarde que moi. C'est vraiment le choix des parents qui vont choisir soit la langue des signes, soit l'oral. Donc ça, je suis tout à fait d'accord à ce niveau-là. Sauf que c'est le choix des parents. C'est le choix des parents, c'est pas forcément le choix de l'enfant. Mes parents choisissent le reste que moi et regardent mon choisi. Donc voilà, les appareils, je n'en porte plus, je ne supporte pas. Voilà, donc il y a des résultats, effectivement des beaux résultats, des statistiques que je vous montrais qui sont très belles, c'est votre travail, je le respecte. Mais attention, dans la société, il y a une différence, c'est difficile aussi à accepter tout ça. Voilà, c'était seulement ça que je voulais vous dire. Merci. Excusez-moi, on va prendre une toute dernière question avant de libérer la salle pour des raisons d'horaire. Je voulais savoir si Ah, oui. on est en train de parler de n'importe quel jeune enfant en
très riche. C'est un univers. Comment on va faire dans ces enfants sur leur tout d'abord, je passerai aussi la parole à Olivier, parce que là, c'est effectivement, on va dire, un choix de personne, un choix de société. Pourquoi? Simplement, c'est vrai que ce que je peux dire, moi, en termes de scientifique, c'est que les enfants qui sont sourds implantés cochléaires ont une scolarité qui est tout à fait dans le cadre des enfants entendants. Ce sont des enfants. Mais à ce moment-là, pourquoi vous n'avez pas montré de résultats de récupération pour des cours d'enfants sourds prélinguaux, justement? J'avoue, je n'ai pas. Je peux vous montrer un film qui vous montrerait quelle est une réussite d'une personne? Non. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, je pense qu'Olivier serait d'accord avec moi. Je pense que le succès de l'implantation cochléaire chez l'enfant sourd congénital est indéniable. Je pense que là, je peux vous sortir toutes les courbes possibles et inimaginables. Je pense que tout le monde serait d'accord et convaincu par ces données-là. Ce n'est pas un exemple. C'est pas tellement une question technique, en fait, c'est qu'il y a quand même eu un gros mouvement des sourds à une époque pour dire qu'ils étaient contre l'implant cochléaire. Ils sont quand même les mieux placés pour dire si ça leur convient ou pas des sourds. Et en fait, les scientifiques continuent leurs recherches sans jamais tenir compte de ce que pensent les sourds de tout ça. Et vous avez dit tout à l'heure, par exemple, une contre-vérité qui est quand même assez gênante. Vous êtes parti sur le présupposé que les sourds étaient complètement coupés de toute communication sociale et vie sociale, et c'est quand même très choquant. Voilà. Pour les patients qui sont devenus sourds, c'est effectivement une difficulté à... Devenus sourds. Oui, c'est ce que j'ai dit. Comme l'a dit la dame tout à l'heure, c'est le choix éducatif que fait leurs parents, le choix tout à fait laissé libre aux parents, de la manière d'éduquer leurs enfants. Oui, tout à fait, mais c'est quand même très en contradiction avec ce que vous expliquez. Dans la loi, normalement, les enfants sourds implantés doivent avoir accès à la langue des signes, parce que ça n'a pas l'air quand même très confortable cette histoire. Et eux, c'est le monde, c'est le visuel, pour comprendre le monde. Et là, vous, dans les analyses scientifiques, disent qu'en fait, ils vont y perdre, comme disait madame, ils vont perdre du visuel pour rattraper du sonore. Donc, et en plus, les sourds implantés n'ont pas accès à la langue des signes, donc ils vont devenir des espèces de sourds entendants. Je vois ça comme ça, franchement. Très bien. Merci beaucoup.